Merci d'être avec nous, Pascal Savoldelli. C'est moi qui vous remercie. Dans cette première demi-heure, vous êtes élu du Val-de-Marne, membre du groupe communiste, républicain, citoyen et écologiste. On va évidemment parler de la réforme des retraites, on va parler de la mobilisation dans quelques instants, mais d'abord ce qui s'est passé hier à l'Assemblée nationale et ce tweet de Jean-Luc Mélenchon qui a mis le feu aux poudres. Incompréhensible retrait des amendements du Parti communiste. Pourquoi se précipiter à l'article 7 ? Hâte de se faire battre. Comment vous réagissez à ce tweet ? Écoutez, le feu aux poudres. Le feu aux poudres, c'est le gouvernement qui l'a mis. Hier, c'est ce tweet dans l'hémicycle. Voilà. Non, mais je vous le dis, il y a quand même, on est aujourd'hui, faut le remettre dans un contexte. On est dans un conflit antidémocratique. Le gouvernement, il a choisi une procédure et il a trouvé le 47.1, un article qui est le jumeau du 49.3. Il a raccourci le débat parlementaire. Donc, à un moment donné, chacun prend ses responsabilités. Le gouvernement, il a pris les siennes. Mais là, c'est parce que de raccourcir le débat. Ouais, ce tweet, Pascal Savoldelli, reproche aux communistes d'avoir retiré leurs amendements. Alors après, attendez, on va simplifier. Franchement, on fera pas battre en retraite Madame Borne sur son projet de rallonger 2 ans le temps de travail avec un tweet. Tout le monde le sait. Le marketing politique peut pas faire un rassemblement majoritaire. Je le dis avec un peu de solennité. Parce qu'il faut respecter l'engagement de l'ensemble des organisations syndicales, la mobilisation des députés de toute la gauche. Donc vous voyez, voilà, pas de marketing politique, pas d'effet comme ça qui peut en plus créer des divisions. Il faut travailler sur le sujet. Et le sujet, c'est quoi ? Et qui en crée juste... C'est majoritairement... Est-ce que ça en crée, est-ce que ça illustre une différence de stratégie au sein de la NUP ? Océane Mancini, vous le savez comme moi, l'opinion publique reste depuis des semaines extrêmement majoritaire opposée à cette réforme. Voilà. Et on est devant un processus totalement antidémocratique. C'est le gouvernement qui ne veut pas qu'on discute de son projet de loi. Et pourquoi avoir choisi cette procédure avec un projet de loi rattaché rectificatif de la sécurité sociale. D'ailleurs, il y aura des problèmes de constitutionnalité quand on regarde l'ensemble des articles qui sont posés là. Mais décide de raccourcir le débat pour gagner. Voilà. Pour finir par quoi ? De museler le Parlement. J'ai en souvenir, rappelez-vous, la loi de finances. Océane, la loi de finances. On a débattu ici au Sénat. 49.3. On vient d'avoir 10 49.3. C'est-à-dire, à chaque fois... le gouvernement asphyxie le travail parlementaire et ce qui aussi émane de la société. Donc là, il y a 3 choses à agréger. Voilà, 3 choses à agréger. La rue, l'expression de ce qui est visible, les manifestations, mais aussi ces femmes et ces hommes qui peuvent pas toujours manifester, ce qui se passe dans les entreprises avec les salaires et cette mobilisation contre les retraites, et ce qui se passe dans l'hémicycle. Et puis c'est pas fini. Vous croyez qu'on a peur de qui par rapport à l'article 7 ? Vous savez, les articles, personne n'a peur dans les parlementaires de gauche. Et mes camarades communistes à l'Assemblée sont pas tétanisés. Voilà. Jean-Luc Mélenchon, il ne veut pas y arriver à cet article 7. Comme les autres. Jean-Luc Mélenchon ne veut pas y arriver à cet article 7, sinon il n'aurait pas fait ce tweet. Oui, je sais pas. Je vois pas bien l'utilité d'un tel... Enfin, on n'a pas besoin de ça en ce moment. Enfin, je vous le dis. Ce qu'on a besoin, c'est de gagner. Comme on avait gagné en 1995. On est dans des conditions différentes. Il faut gagner cet objectif. C'est une réforme structurelle, madame. Je vous le dis, c'est 2 ans de plus, c'est une réforme du travail. D'ailleurs, c'est pas un hasard. Vous avez vu avant, on a eu l'assurance chômage. Il n'y avait pas besoin de la réformer. On était excédentaire de 4,1 milliards. Après la loi retraite, ils veulent nous faire la loi immigration et la loi travail. Donc, vous voyez, c'est une réforme structurelle, c'est un choix de société, c'est un choix de civilisation. Quelle va être votre stratégie ici au Sénat ? Le texte arrive au Sénat la semaine du 27 février. Que vont faire les sénateurs communistes ? Et est-ce que vous allez avoir une stratégie commune avec les autres groupes de gauche ? Attendez, 27 février, la semaine du 27 février. C'est la réunion de la Commission des affaires sociales. Le 28. Donc, cette commission va examiner le rapport. Le rapport est issu de l'Assemblée nationale. Après, nous allons commencer à débattre le 3 mars. Le 2. C'est le 2. Tiens, au fait, vous avez raison que je rate pas cette séance quand même. Et après, on a jusqu'au 12. Et après, il y a les navettes avec l'Assemblée. Le débat, en gros, va aller jusqu'au 26 mars, quelque part, si on prend toutes les procédures. Donc, il y a le temps d'ici là pour le gouvernement. Alors là, franchement, c'est la formule qu'on a depuis plusieurs semaines, avoir un esprit de responsabilité et de retirer cette réforme. Voilà. C'est ça l'esprit de responsabilité. Mais vous, comment vous allez la combattre au Sénat ? Est-ce que vous aussi, vous allez déposer des centaines d'amendements ou est-ce que vous souhaitez que le débat au Sénat aille jusqu'au bout des articles ? Mais je ne comprends pas... votre question, elle est pertinente, mais comment vous dire ?
Comment demander à des parlementaires de ne pas déposer des amendements quand vous avez majoritairement l'opinion publique qui est contre une réforme, quand vous avez une mobilisation unitaire de l'ensemble des représentants du personnel des syndicats? Enfin, comment vous dire non, non, taisez-vous. Donc il y aura des amendements, il y aura toutes les procédures auxquelles on peut avoir recours pour faire entendre raison à ce gouvernement. Donc des motions de rejet, des motions référendaires? Toutes les possibilités qui sont offertes par notre règlement, voilà, par notre règlement, par les responsabilités qu'ont les parlementaires. Donc ça sera un débat politique. Je vous dis, par exemple, si vous me donnez un amendement, si vous me dites il y aura un amendement, par exemple, pour qu'on aligne les salaires sur l'inflation, je vous dis oui, il y aura, entre autres, il y aura. Et alors, c'est pas bien de dire que si on augmentait les salaires comme l'inflation, qui est pas tout à fait à 7, ça fait 12 milliards. Est-ce que vous avez suivi mon raisonnement? C'est déjà le déficit qu'on nous annonce. Mais ça serait réglé. Est-ce que, par exemple, donc, vous voyez, c'est un amendement pertinent. Donc, on ne peut pas nous dire ne déposez pas cet amendement. Et il y en aura bien d'autres. Mais est-ce qu'au Sénat, vous souhaitez que cet article 7 soit examiné? Parce que visiblement, il ne le sera pas à l'Assemblée nationale. Alors, attendez, pour l'instant, il y a le débat à l'Assemblée nationale. Il va s'arrêter ce soir, vous avez raison. Donc, moi, je ne commande pas je commande ce qui est factuel, vous voyez, ce qui est la réalité. Donc, je vais attendre la fin de ce débat, comme tous les autres parlementaires. Mais il y a le 7 mars aussi. Et justement, on va parler de cette mobilisation. Parce que ce soir s'arrête l'Assemblée nationale. Après, le 2 mars commence le Sénat. Le 7 mars, il y a une mobilisation qui est en train de se préparer. On va en parler, mais juste, on va aller à Aurillac dans quelques secondes. Un mot sur la mobilisation d'hier. C'était la plus faible en termes de nombre et de manifestants depuis le début de ces journées de mobilisation. Est-ce qu'il y a un essoufflement? Écoutez, il y a un peu moins de monde, incontestablement. Enfin, après, il faut aussi comprendre. Je rencontrais l'autre fois les gaziers à Alfortville. C'est 60 à 70 euros une journée de grève. J'ai rencontré des enseignantes dans ma ville. On n'est pas loin du 100 euros la journée de grève. Vous voyez, il faut quand même... c'est pas si ça. On dirait que c'est... Enfin, quand il y a 800 000 personnes qui lisent Harry Potter, on dit que c'est un succès incroyable. Donc, vous voyez, quand il y a 1 400 000 personnes qui manifestent encore... hier, moi je vous dis que c'est sacrément incroyable. Et on va voir comment s'est passée la mobilisation dans nos régions. On va à Aurillac où on retrouve Pierre Reynaud. Bonjour Pierre, merci beaucoup d'être avec nous, directeur départemental de l'édition du Cantal pour le journal La Montagne. Et Pierre, vous revenez ce matin dans vos pages sur la mobilisation dans votre département. Oui, bonjour. Alors, l'actu hier dans le Cantal, c'était deux choses. C'était d'abord l'annonce par le spécialiste des médicaments microbiotiques Bioindustrie, qui est le leader mondial dans son domaine, d'un investissement de 80 millions d'euros dans son site d'Aurillac et la création de 200 emplois d'ici 2004. C'était aussi le 5e round de mobilisation contre la réforme des retraites. Alors, grosse baisse de fréquentation à Aurillac, qui comptait 1 million de manifestants dans son cortège, ce qui était prévisible en cette période de vacances scolaires dans notre zone, et avant la forte mobilisation attendue le 7 mars. Aurillac, où la sous-préfecture de Saint-Flour, comme une grande majorité des villes moyennes, avait massivement manifesté depuis le 19 janvier. Que reflète, d'après vous, monsieur le sénateur, cette France des petites et moyennes villes fortement mobilisées depuis le début du mouvement? Alors, donc c'est vous. Eh bien, écoutez, oui, moi je trouve qu'il y a une mobilisation assez exceptionnelle des petites et des moyennes villes. Et qui est pas traditionnelle. Là, il y a un mouvement de mécontentement. Moi, je pense qu'il y a plusieurs choses qui s'agrègent, très sincèrement. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se sentent relégués, abandonnés. Il y a un recul des services publics, de l'État, aux côtés en termes de proximité. Il y a les difficultés liées à l'inflation. Il y a eu les difficultés liées, y compris à la mobilité. Enfin, vous avez vu ce qui se passe. Ils vont à la pompe, les gens. Vous avez vu ce qui se passe avec l'essence, à 2 euros le litre. Donc, je pense qu'il y a une exaspération, et puis il y a une volonté d'être respecté. Franchement. Alors, est-ce que c'est plus dans les petites et moyennes villes que dans une métropole? Je ne sais pas s'il faut graduer. Je pense qu'il faut agréger ça. Mais incontestablement, ce que je ressens, c'est qu'il y a un besoin d'égalité, d'être considéré à égalité sur un certain nombre de droits fondamentaux, des droits communs, vous voyez, de ne pas être relégué. Et puis, de l'autre côté, d'être respecté. Voilà, je ressens ça, que leur vie soit respectée, leur travail soit respecté. Donc, c'est pas uniquement la réforme des retraites pour vous, c'est une agrégation de colère, c'est un sentiment de relégation chez les gens qui manifestent dans ces villes. Votre collègue journaliste de la PQR, mais peut-être qu'il va y avoir le 7, le 8, le 9 ou le 10 mars, peut-être des villes où les commerçants vont prendre part en fermant les commerces. Vous voyez, je pense qu'il
il faut, enfin en tout cas, voilà, il y a une manifestation très large. Il y a la manifestation dite classique dans la rue, elle est très importante. Mais il faut qu'il y ait d'autres formes. Il faut que des commerçants, il faut qu'il y ait d'autres formes de mobilisation, peut-être aussi dans les établissements scolaires, dans les universités, etc. On parle beaucoup des jeunes, mais enfin, quand on voit, aller dans le Cantal et voir un jeune du Cantal, vous lui dites un jeune, une solution, je ne crois pas qu'il va adhérer à ce mot d'ordre de Gabriel Attal. On a beaucoup de solutions dans le Cantal, monsieur le sénateur. Ah, c'est bien ça. On a un département qui avance. Ah, j'en doute pas. Ah, n'allez pas nous fâcher avec les gens du Cantal. Hein, non, je vais vous dire un petit mot sur le Cantal. J'avais trouvé, quand j'ai vu que c'était le Cantal, j'ai trouvé un petit dicton qui est marrant, c'est le meilleur âne garde toujours un coup de pied de maître. Donc ça veut dire dans le Cantal, vous avez un caractère bien trempé. Et Pierre, vous aviez un petit éclairage musical à nous faire sur la mobilisation d'hier. Ouais, on va toujours parler de la retraite, mais on va en parler sous un angle plus léger. Romain Blanc, qui est journaliste à l'agence La Montagne d'Aurillac, s'est intéressé à la playlist du gréviste lors de la manifestation d'hier. Je vais vous donner la tendance à Aurillac. La CGT penche plutôt pour Damien XVI ou le collectif Motivé, alors que FO a un fait pour HK et les saltimbanques. J'imagine que vous avez battu à maintes reprises le pavé. Monsieur le sénateur, à quoi ressemble votre playlist ? Et si vous êtes de bonne humeur pour commencer la journée du bon pied, est-ce que votre réponse pourrait se faire en chantant ? C'est à vous. Chanter, c'est une catastrophe pour les auditeurs de Public Sénat. Non, très, très sincèrement, c'est une catastrophe si je chante. Vraiment. Par contre, motivé, j'aime bien. Moi. Franchement, motivé, ça me va. Voilà. Bah, vous aurez pas... Voilà, je peux vous dire, je pense que il faut le prendre de manière pacifique, mais quand on dit ce soir je vous mets le feu, je pense que vis-à-vis de l'injustice qu'est cette réforme des retraites, je pense que beaucoup l'ont en tête. Ce soir on vous met le feu. Vous voyez, l'idée, franchement, respectez-nous et arrêtez de faire cette réforme des retraites et du travail. Enfin, vous savez, j'ai en tête il y a 9% des gens qui meurent avant 60 ans. Hein. Alors pas tous, bien évidemment, de par leurs conditions de travail, de par leur pénibilité. Mais vous voyez, moi, je veux qu'il y ait cette valeur humaine. Vous voyez, cette valeur humaine dans toute réforme, il faut aller la chercher, la valeur humaine. Merci Pierre. Bah, vous avez votre réponse, mais pas votre chanson du coup. Mais merci Pierre. Je suis un peu déçu. Je me préparerai pour chanter. Mais là, ça me demande vraiment beaucoup de préparation, monsieur. Merci Pierre Reynaud d'avoir été avec nous. La une de la montagne Cantal sur l'autre actualité dans le Cantal. Hein, vous l'avez dit, Bios investit 80 millions et crée 200 emplois. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Pierre Reynaud. On va passer à l'actualité du Sénat maintenant. Pascal Savoldelli avec vous, puisque mercredi, le Sénat a voté un texte pour sécuriser l'approvisionnement des Français en produits de grande consommation. On en parle tout de suite avec notre journaliste parlementaire Mathias Arez. Bonjour Mathias. Bonjour Oriane, bonjour Monsieur le Sénateur. Ravi de vous accueillir dans cette émission. Mathias, bienvenue. Merci. Et on va parler de ce qui s'est passé au Sénat cette semaine. Le Sénat qui a donc adopté mercredi en première lecture la proposition de loi sur l'approvisionnement des Français en produits de grande consommation. C'est vrai Oriane, mais c'est un texte remanié qu'ont adopté mercredi les sénateurs. Première modification, son nom, le rebaptisant proposition de loi tendant à renforcer l'équilibre dans les relations commerciales entre fournisseurs et distributeurs, ce que n'a pas manqué de souligner le ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau, en ouverture des débats. Ce texte vise à un meilleur équilibre des relations commerciales, mais il ne s'agit pas de monter les distributeurs contre les industriels ou l'inverse. Notre souveraineté alimentaire et la sécurité de nos approvisionnements sont des préoccupations partagées par tous, par tous les Français également, il faut le dire, par l'ensemble des maillons de notre chaîne alimentaire. Parmi les mesures prises, les sénateurs ont donc prolongé de 2 ans et non 3, comme le voulait l'Assemblée nationale, le dispositif SRP plus 10, consistant à obliger les distributeurs à réaliser une marge minimale de 10% sur les produits alimentaires. Ils ont toutefois apporté 2 garde-fous. 1, exclure les fruits et légumes du mécanisme, la filière assurant qu'elle y perdait. 2, une obligation annuelle pour les distributeurs de rendre compte de l'usage des marges réalisées. Pascal Savoldelli, ce mécanisme est décrié par les associations de consommateurs. Ils parlent d'un chèque en blanc aux distributeurs. Pourquoi avoir fait ce cadeau ? D'abord, on est sur un sujet extrêmement important. Parce que, il y a cette inflation qui est autour de 6-7, on va dire 7 pour nos auditeurs et nos auditrices.
les chiffres sont affolants. 60% de plus la bouteille d'huile, 27% pour la farine, 16% pour la volaille. Mais vous voyez, on est sur certaines... À travers cette moyenne-là, on est sur une inflation de l'alimentation qui est catastrophique. Et c'est encore les mêmes qui sont victimes de ça. C'est les plus modestes, les plus précaires, quoi. Alors, ce que je veux dire, moi, c'est qu'il faut qu'on arrive à trouver, évidemment, une négociation, c'est évident, entre distributeurs, en respectant deux familles, les consommateurs. Il faut arriver à faire baisser des prix, quand même, qui deviennent inaccessibles du point de vue de la consommation. Vous savez, 5 fruits, 5 légumes, beau mot d'ordre, juste, du point de vue de notre alimentation. Impossible pour beaucoup de gens. Et de l'autre côté, il faut aussi améliorer la rémunération des producteurs. Donc, il faut, voilà, la question qu'il faut, c'est qu'il faut arriver à les tenir, ceux qui détiennent la grande distribution. Il y a la question d'intervenir, il faut s'inviter dans leur marge. Je m'excuse de le dire, ça peut paraître un peu intrusif, mais la marge des grands distributeurs, il faut un peu la réduire. Il faut être moins avide, vous voyez, de profitabilité. Il faut reconnaître le travail des producteurs. Il faut qu'ils soient mieux pris en compte, les agriculteurs. Et de l'autre côté, il y a les consommateurs. Voilà, il faut trouver cet équilibre et cette harmonie. Mathias, on va continuer à parler de ce texte. Il y a d'autres modifications qui ont été apportées. Lesquelles ? Absolument. Les gros morceaux du texte touchaient principalement les professionnels du secteur. Vous l'évoquez, une mesure importante. Jusqu'à présent, les marques de distributeurs n'étaient pas concernées par la sanctuarisation de la part pour le monde agricole, part sur laquelle les distributeurs, justement, pouvaient rogner les marges. Avec cette version du texte, ce ne sera plus le cas. Monsieur le sénateur, le Sénat ne fondait pas énormément d'espoir dans cette loi. Je crois que votre groupe encore moins. Est-ce que, avec ces mesures, le texte est malgré tout un peu plus juste ? Écoutez, je pense qu'il faut aller beaucoup plus loin. Vous l'avez compris dans mes propos. Je pense qu'il faut qu'on ait une proposition plus forte, plus volontariste. Excusez-moi de le dire vis-à-vis des grandes. Il ne s'agit pas de mettre à plat les grands distributeurs. C'est qu'ils réduisent encore leur marge et qu'on soit aux côtés, je vous le dis, des producteurs, des agriculteurs. Parce qu'après, il y a la question des circuits courts, il y a la qualité aussi de ce qu'on mange. Et là, on a un savoir-faire extraordinaire dans notre pays, de par les producteurs et les agriculteurs. Et de l'autre côté, il faut regarder les produits de consommation. Parce que là, je vous donne, c'est vraiment des chiffres... Bon, non, mais on va reparler de l'inflation, mais est-ce que là, il y a eu des lois, il y a eu 2 lois Egalim pour équilibrer les relations. Au-delà des régimes des uns et des autres. Et moi, je suis ouvert, vraiment très ouvert à l'ensemble des régimes alimentaires que chacun souhaite. Mais pour ceux qui veulent, regardez, le beefsteak haché, il est à 25-30%. On va parler de l'inflation, mais là sur les distributeurs et les agriculteurs, est-ce que malgré les tentatives de rééquilibrer ces relations, l'équilibre est encore trop en faveur des distributeurs pour vous ? Ah, pour moi, oui. Oui, je le dis. Qu'est-ce qu'il faut faire pour nos agriculteurs alors ? On est à 8 jours d'ouverture du salon de l'agriculture. Qu'est-ce qu'il faut faire pour nos agriculteurs ? Il faut peser sur la grande distribution, pour leur faire baisser les marges. C'est pas suffisamment fait. Après, je vais vous dire, je ne sais pas si c'est le sujet. Un sujet sur lequel je vais travailler, d'autres y travaillent. Je pense que, vous voyez, dans la crise de la société telle qu'elle est, avec toutes les difficultés qu'il y a, moi, par exemple, je veux travailler à une sécurité sociale alimentaire. Et forcément, vous voyez, c'est quelque chose d'innovant, de créatif. Qui voudrait dire quoi concrètement ? On a le débat là sur les retraites, on pourrait avoir le débat plus globalement sur la sécurité sociale. Je pense que cette question de l'alimentation, du début du processus de départ, qui est quand même la production, donc là, on touche aux producteurs, jusqu'à la diffusion, moi je pense qu'il faut aller à une sécurité sociale de l'alimentation, qui sera un événement extrêmement progressiste et prégnant dans notre société. Donc face à ce travail. Donc je pense qu'il faut qu'il y ait un acte législatif qui pose cette question d'une nouvelle sécurité sociale alimentaire. C'est s'assurer... vous savez, il y a une charte de l'environnement, il y a plein de mécanismes qu'on a mis en place sur des enjeux très importants. Il y a encore beaucoup de travail sur l'eau, sur l'environnement. Je pense que cette question de l'alimentation, il y a des entretiens qui se tiennent. Moi, je suis du Val-de-Marne, donc je connais le mine de Rungis. Il y a eu les entretiens de Rungis. Il y a un travail qui s'opère. Mais voilà, il faut revoir cette question-là pour non pas l'étatiser, vous comprenez ? Mais pour que chaque Français ait accès à des produits de qualité à des prix une alimentation raisonnables. de qualité et pour tous et toutes. Voilà.
Et justement, on va parler, puisque vous parliez de l'inflation et vous nous donniez effectivement les chiffres, mais il y a des mesures qui touchent directement au portefeuille des Français, Mathias. Absolument. Parmi les mesures grand public, on retrouve celles qui visent à limiter les pourcentages de réduction sur un produit. Sur ce point, c'est quasiment la version de la Commission des affaires économiques du Sénat qui a été adoptée. Les fameux 34% maximum en valeur, vous savez, pour le 2+1 de l'alimentaire, ils ont été élargis à tous les produits de grande consommation, en particulier les DPH, droguerie, parfumerie, hygiène. Pour le coup, c'est une mesure qui ne va pas améliorer le pouvoir d'achat des Français. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise les produits d'entretien premier prix, ils ont augmenté de 27,55%. Vous savez, pour une famille modeste, le gel douche, vous voyez, les protections hygiéniques, vous voyez ce qui fait le quotidien de millions de gens quand même. Vous imaginez, je viens ce matin sur votre plateau avec enthousiasme et je me dis, mais Pascal, produits d'entretien, 27,55%. Les produits d'hygiène, 12,71% d'augmentation. Quelle femme, quel homme, quel foyer a eu une telle augmentation du point de vue de ses revenus? Vous voyez le décalage qui s'opère? Et sur des questions là essentielles. Alors justement, le gouvernement travaille à un panier anti-inflation sur une cinquantaine de produits, justement, pour les rendre plus accessibles. Des produits d'hygiène, mais pas seulement. Est-ce que c'est une bonne idée? Faisons le panier ensemble. Non mais franchement, moi je vais vous dire, sur l'idée qu'il y a un panier où on protège réellement au moins 50 produits, si on le construit ensemble, donc avec les associations, avec ceux qui sont sur le terrain, quoi. Vous voyez, c'est pas les cabinets, c'est pas les experts des cabinets privés, c'est pas les experts des cabinets privés qui vont nous faire le caddie des gens qui sont en souffrance de leurs 50 produits de nécessité. Faut être clair, on est dans un autre monde. Là, faut aller au cœur, faut faire de la démocratie de terrain. Il faut aller voir les gens les plus modestes, enquêter. Il y a des associations, il y a des organismes aussi. Que choisir, 60 millions de consommateurs. Voilà, on a cette force en France. Il prévoit de le lancer en mars. Est-ce que c'est une bonne idée? L'idée, on peut pas, on peut pas. Ça serait irresponsable de dire que c'est une mauvaise idée. Après, il faut aussi que tout le monde prenne ses responsabilités. Vous le savez, ici au Sénat comme à l'Assemblée, on a un débat sur la TVA, qui est l'impôt le plus injuste. Et la TVA, vous savez qu'elle est différente suivant les produits. Voilà. Donc il faut revoir ça. Il y a plein de choses à revoir. Il y a même, je vais vous dire, il faudrait presque tout changer. On verra. On va parler d'un autre sujet où là aussi je sens que vous voulez changer des choses. Je remercie Mathias. Merci, à tout à l'heure. Mathias, dans le club, on parlera évidemment merci, Mathias, de la séance. On remercie. Il y a d'autres prix qui augmentent. C'est le prix des péages, les péages des autoroutes, qui ont augmenté de 4,75% au 1er février. Est-ce que vous demandez aux sociétés autoroutières de faire un geste? Écoutez, là, c'est encore c'est le porte-monnaie des ménages. Les autoroutes, excusez-moi de cette image. Je viens de parler de la TVA. Les péages, c'est comme la TVA. C'est-à-dire que plus vous êtes modeste et moins vous avez de revenus, vous payez quand même le même prix que l'autre qui a un très bon revenu. Et tant mieux qu'il ait un très bon revenu. C'est pareil les péages. Quand vous passez, vous payez le même prix. Et là, le fait que les autoroutes soient privées et qu'elles aient été privatisées leur laisse une totale liberté d'augmenter les prix comme vous venez de le faire. Alors avec un petit jeu sur les petites portions d'autoroute, on ne le fait pas, les grandes portions, on le fait. Franchement, non, il faut prendre une mesure. Mais laquelle, on arrive à la fin des contrats de concession. Tout le monde le sait. En 2030. Vous le savez que le groupe communiste au Sénat le propose. Il faut renationaliser les autoroutes. Avant la fin des contrats de concession? Non, à la fin. À la fin. À la fin, sinon vous êtes dans l'illégalité. Donc voilà. Il faut le faire à la fin, mais Mais l'État a les moyens de reprendre à sa charge la gestion des autoroutes. L'État, il a les moyens et il faudrait déjà le dire maintenant, parce que ça se prépare, vous voyez, ça se prépare. Il faut être compétent quand on veut, voilà, donc ça se prépare. Et donc je vais vous le dire tout de suite, puisque ça rejoint le débat, y compris sur les déficits publics, sur un endettement quand même catastrophique de la France, je vais vous dire, c'est 50 milliards de recettes pour l'État. Donc on n'est pas seulement, vous voyez, là, des dépensiers quand on dit ça. Et l'État aura les moyens de mettre en place un dispositif qui empêche que ça soit encore les ménages qui fassent les frais de leur droit à la mobilité. Là, c'est la double peine, je vais vous dire. Vous avez la peine à la pompe et vous avez la double peine, après c'est au péage. Avec la même injustice que la TVA. Quelles que soient vos retenues, quelle que soit votre situation, vous payez plein pot.
Merci Pascal Sabatier. C'est moi qui vous remercie. D'avoir été notre invité ce matin. Bonne journée. Merci, bonne journée à vous. Dans 20 minutes, dans le Club des Territoires, on va reparler de la mobilisation contre la réforme des retraites et des débats agités également Très bien. à l'Assemblée nationale. Ce sera à suivre dans 20 minutes. Mais d'abord, on va parler d'un tout autre sujet. On revient sur les 1 an de guerre en Ukraine avec notre invité, c'est Bertrand Badi qui nous rejoint.